Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant ce premier épisode de 2025 pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année. J'espère que les vacances ont été bonnes pour ceux qui ont pu en prendre et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Alors avant l'émission sur les perspectives pour l'OTAN sous une deuxième présidence Trump avec Camille Grand, précision de circonstances assez inévitables pour ce genre d'exercice qui est qu'on a enregistré ça avant les vacances, il y a bientôt un mois, et je dois dire que pour une fois il n'y a pas trop eu de nouvelles fracassantes entre-temps, contredisant tout ce qu'on racontait, ce qui est particulièrement notable pour un sujet qui touche Donald Trump. En effet, la plupart des nominations dont on parle dans l'épisode tiennent encore pour l'instant, même si elles n'ont pas été confirmées par le Congrès non plus. À tout prendre, ce qu'il faut ajouter, c'est d'abord qu'Elbridge Colby, dont on parle dans l'épisode, parce que c'est un des tenants influents de la politique China First, donc de la redirection des moyens américains vers la Chine, dont on disait dans l'épisode qu'il n'avait pas encore de poste il y a un mois, a depuis été nommé sous-secrétaire à la politique de défense, donc numéro 3 du Pentagone, ce qui est un indice de l'influence de ce courant dans la nouvelle administration. Et ensuite, on peut dire qu'on a vu pas mal de déclarations de Donald Trump, plus ou moins tapageuses, plus ou moins contrôlées et plus ou moins contradictoires depuis un mois. Par exemple sur le canal de Panama, dont il a laissé entendre qu'il pourrait vouloir le récupérer si les tarifs ne baissaient pas pour les navires américains. Ça, passons pour l'instant. Mais c'est plus net et plus embêtant avec d'autres pays de l'Alliance, qui sont donc au cœur de la discussion qu'il y a dans l'épisode, notamment avec cette idée qui revient de racheter le Groenland au Danemark, Groenland qui, rappelons-le, n'est pas à vendre, ou encore ses attaques envers le Canada, avec l'idée plus ou moins sérieuse aussi que le Canada devrait devenir un État des États-Unis, et contre le Premier ministre Justin Trudeau, qui vient par ailleurs de démissionner, apprend-on, ce qui n'est pas totalement sans lien, parce que la crise gouvernementale a en partie été provoquée par la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% vers le Canada. Mais dans tous les cas, et pour avoir un peu discuté de la chose avec Camille Grand, c'est quand même l'Ukraine qui semble le dossier le plus cristallisant et le plus rempli d'épreuves pour la relation transatlantique à suivre donc dans les prochaines semaines. Je profite enfin simplement de ce message de premier épisode de l'année pour refaire un appel aux sponsors et rappeler aux auditeurs qui travaillent dans les entreprises du secteur de la défense, ou pas d'ailleurs, que le podcast vit des partenaires et des acteurs institutionnels qui la soutiennent, notamment en sponsorisant le podcast pour quelques semaines ou quelques épisodes, et que si ça vous intéresse donc, ou si ça intéresse plus probablement votre employeur, de nouer ce genre de partenariat et de vous faire connaître et de communiquer envers le public du collimateur, n'hésitez pas à nous écrire à collimateur@binge.audio. Et maintenant, place à ce premier épisode de 2025 donc, avec Camille Grand. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'Alliance Atlantique et plus généralement de la défense européenne, à la veille du début du second mandat de Donald Trump, j'ai le plaisir de recevoir Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN de 2016 à 2022, ancien directeur aussi de la Fondation pour la recherche stratégique avant ça, et désormais Distinguished Policy Fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations. J'aime souvent beaucoup les titres dans les think tanks, mais le vôtre est quand même particulièrement bien, le Distinguished Policy Fellow. Bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour Alexandre, mais je suis très heureux d'être là, et effectivement Distinguished, c'est une flavor retraité qui est un peu préoccupante. On sent que ça doit venir peut-être d'Angleterre, de ce genre de titre. Bon, j'ai commencé à le dire, mais vous avez évidemment un point de vue particulièrement choisi pour aborder ce grand fait stratégique qui nous attend dans quelques semaines, à travers votre expérience des années Trump, que vous avez vu de très près et de l'intérieur de l'OTAN, et que vous continuez d'observer aussi de très près en tant que think tanker. Et je peux dire que c'est un thème qu'on a déjà un peu abordé il y a quelques mois avec Muriel Domnac, qui était alors l'ambassadrice de France auprès de l'OTAN. Pour autant, et ça me permet de préciser les choses, c'est la même époque et le même endroit, mais c'est pas exactement le même point de vue, parce que c'est pas du tout le même boulot, puisque l'ambassadeur, le représentant permanent, représente les intérêts de la France. Vous, c'était les intérêts de l'Alliance, puisque vous étiez dans l'administration de l'Alliance, à travailler avec le secrétaire général, alors à l'époque c'était Jens Stoltenberg,
Depuis quelques semaines, c'est Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais. Mais donc, c'est pas la même chose, notamment parce que, bon, c'est pas un secret, on l'a un peu abordé avec elle, mais la position de la France n'est pas forcément hégémonique, ni toujours très populaire au sein des alliés. Et même si vous ne cessez pas d'être français en arrivant à l'OTAN, ce n'est pas le sens du job en quelque sorte. Donc, première question peut-être, vous arrivez donc en 2016, qui est pour le moins un moment intéressant, puisque c'est un peu avant l'élection de Trump. Vous étiez à l'époque un think tanker, après être passé par plusieurs ministères régaliens, notamment les Affaires étrangères et le ministère de la Défense à l'époque. Vous arrivez comment dans vos fonctions ? Comment ça se présente ? Alors, c'est toujours intéressant de rejoindre une organisation internationale. Alors, j'avais la chance de succéder à un Français, puisque mon prédécesseur était Patrick Auroy, un pilier de la DGA, et donc j'avais eu quelques avant-goûts de la part de Patrick sur comment se présenter à la fois la division, la relation avec le secrétaire général, la relation avec les équipes. Donc, j'arrivais pas en terrain complètement inconnu. Parce qu'on peut préciser que les secrétaires généraux adjoints ont des dossiers thématiques, ont des portefeuilles, oui, et vous, c'était l'investissement de défense. L'investissement de défense, aujourd'hui, la secrétaire générale adjointe française, elle s'occupe de la diplomatie publique, donc ça a changé. Vous étiez dans la même lignée que votre prédécesseur. Exactement. Il y a effectivement 8 secrétaires généraux adjoints qui sont à la fois des conseillers du secrétaire général en général et pour leur dossier en particulier, et des sortes de directeurs généraux de grosses divisions, ce qu'on appelle à l'OTAN, du secrétariat international, qui ont, à ce titre, gèrent des dossiers. Pour moi, c'était donc l'investissement de défense, qui veut dire en fait toutes les questions d'armement, de technologie, et la présidence de différents comités, dont la conférence des directeurs nationaux de l'armement, le comité sur la politique digitale de l'Alliance, le comité sur la défense antimissile, parmi d'autres, donc le comité sur la standardisation, toutes sortes de comités plutôt techniques qui étaient dans ma division, qui préparent les décisions du Conseil de l'Atlantique Nord, qui se font au niveau des ambassadeurs et du secrétaire général. Alors, quand on arrive comme Français, on est un peu... d'abord, il y a une tradition qui est presque toujours un secrétaire général adjoint français, avec des postes qui ont varié dans le temps, mais moi, j'étais le deuxième sur ce poste de l'investissement de défense. On rentre dans une organisation qui est effectivement pas forcément la plus feng shui pour un Français, au sens où on est dans une organisation qui a dont les Français ont longtemps été avec un pied dehors. Hein. Finalement, quand moi j'arrive en 2016, ça fait seulement 5-6 ans qu'on est de retour de plein exercice dans l'organisation. Hein. La décision de retour, elle date de 2009, elle est effective en 2010, donc on est vraiment dans quelque chose, dans un moment un peu particulier, où le retour des Français n'est pas encore complètement... faisait encore débat d'ailleurs à Paris, après l'élection de François Hollande en 2012, il y avait eu un rapport d'Hubert Védrine pour savoir s'il fallait revenir sur la décision de Nicolas Sarkozy. C'est pour dire que ni du côté français, ni du côté OTAN, les choses étaient tout à fait claires. Cela dit, on rentre très vite dans une équipe, on se met à travailler avec les nations, on découvre qu'être secrétaire général, ou a fortiori secrétaire général adjoint, c'est être à la fois secrétaire et général, c'est-à-dire qu'on en passe beaucoup de temps aussi à s'assurer que tout se passe bien, et on a, à l'époque pour moi, 28 patrons, maintenant c'est 32, c'est-à-dire qu'il y a... l'OTAN, c'est une organisation qui fonctionne strictement au consensus, c'est-à-dire que toute décision, la quasi-totalité des décisions sont prises par consensus. Donc le rôle du secrétariat international, et des secrétaires généraux adjoints en particulier, c'est de préparer, faciliter ce consensus. Mais si on a un État qui a des réserves sur un point une recommandation qu'on formule, une orientation politique qu'on exprime, ça ne passera pas. Alors ça peut être sur une décision budgétaire, ça peut être sur une décision plus politique, mais donc il y a énormément de travail de fabrication de ce consensus dans une organisation où il y a quand même une grande diversité de points de vue. On a, si on prend aujourd'hui, 23 pays qui sont membres de l'Union européenne, mais aussi 9 pays qui n'en sont pas membres et non des moindres, évidemment les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, la Turquie. Donc on n'est pas dans l'Union européenne, on n'est pas dans une sorte d'extension de l'Union européenne. On n'est pas non plus dans une boutique qui est entièrement gérée par les États-Unis, qui ne sont qu'un membre parmi d'autres. Alors
un petit peu comme dans la ferme des animaux, certains sont plus égaux que d'autres, mais on est quand même dans quelque chose où il faut réussir à trouver son chemin et à établir à la fois un peu son périmètre d'intervention et construire des alliances dans l'alliance, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'avoir des alliés qui ne soient pas seulement son pays d'origine, ce qui est naturel, mais aussi de savoir comment convaincre les uns et les autres de soutenir les recommandations qu'on formule. Ce qui est particulièrement, c'est toujours délicat, mais on peut le dire, c'était la réputation traditionnelle de la France d'être souvent le caillou dans la chaussure du consensus de diverses manières, comme ça l'était, et ça l'est encore aujourd'hui pour la Turquie notamment. Donc il y a forcément des choses qui sont associées à ça, des représentations qui sont associées à ça, à la France. Mais alors là où c'est intéressant, c'est que donc peu après votre arrivée, c'est plus un caillou dans la chaussure, c'est un gros rocher sur le pied qui arrive en termes d'élaboration du consensus et de manière que tout le monde soit d'accord tout le temps sur toute chose. C'est évidemment l'élection de Donald Trump. Donc comment est-ce que ça recompose, disons, le paysage et la politique habituelle de l'Alliance? Alors c'est intéressant parce que ça arrive exactement un mois après ma prise de poste. Donc je me trouve dans la situation de devoir, avec le reste de l'équipe, faire face à une nouvelle équipe complètement. Ce qui est très intéressant, et c'est important en termes de contexte, c'est qu'on est dans un moment où il vient d'y avoir le Brexit. Il y a cette élection qui n'était honnêtement pas prévue. Moi, j'ai le souvenir très clair de la tête de l'équipe le lendemain de l'élection. C'était pas ce qui était anticipé par le secrétaire général et par son équipe rapprochée. Donc, il y avait cette tête-là un peu partout dans l'hémisphère occidental. Voilà. On n'était pas les seuls à être surpris et voire un peu inquiets. D'autant plus qu'il faut se rappeler que Trump avait dit pendant la campagne déjà à l'époque que l'OTAN était obsolète. Et donc, on ne savait pas trop à quelle sauce l'organisation, l'Alliance allait être mangée avec cette nouvelle administration. On est assez vite rassuré par les nominations, et là, il y a des points communs avec la période actuelle, des personnages clés de la nouvelle administration. Des gens comme Tillerson apparaissent comme des républicains assez classiques. Jim Mattis... Tillerson, c'était donc le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères. Jim Mattis, secrétaire à la Défense, était un ancien commandant suprême allié pour la transformation, connaissait bien l'OTAN, attachait beaucoup d'importance aux alliances. McMaster, qui très vite prend le poste de conseiller pour la sécurité nationale, est aussi un militaire qui est familier des alliances américaines. Et donc, il y a un petit peu un effet qui va jouer pendant toute la présidence Trump, qui est de s'appuyer aussi sur l'administration, sur les gens dans l'administration, sur ce que d'une certaine manière Trump appellera lui-même plus tard l'état profond, pour faire avancer les dossiers. Et également nommer une ambassadrice américaine à l'OTAN, qui est un poids lourd du Sénat, qui est une ancienne sénatrice du Texas, très républicaine, mais aussi très convaincue, qui va jouer un rôle important dans la gestion de toute cette séquence de la présidence de Trump. Mais on voit quand même assez vite que Trump est compliqué, a des réserves, les exprime parfois publiquement, parfois en privé. Très vite marque son obsession avec l'affaire des 2%, en disant écoutez, moi, et c'est une compréhension qu'on va dire un peu particulière des alliances, c'est-à-dire comme une espèce de contrat tout à fait... Je pense qu'il le considère vraiment comme une mutuelle d'assurance. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut payer son truc, et pour payer son truc, on paye 2%. Alors on ne sait pas très bien à qui on les paye, parce que en pratique, on ne les paye pas vraiment aux États-Unis. Mais non, mais justement, est-ce que vous pensez, pourtant qu'il avait compris que c'était pas de l'argent qui était reversé aux États-Unis? C'était pas évident dans la manière dont il le formule. Non, la manière dont il le formule, c'est moi. Alors, mutuelle d'assurance, c'était assez bienveillant parce que moi, je vois plutôt ça comme un green fee dans un club de golf, c'est-à-dire. On peut pousser et dire que c'est aussi une prime d'assurance envers un patron mafieux du quartier, mais en tout cas, on paye des choses pour qu'il n'arrive rien. Voilà. Alors, d'une certaine manière, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a la question de sa compréhension exacte de comment ça fonctionne.
On peut dire les 2%, bon, c'est un truc qui était dans l'air depuis, Oui, depuis bien longtemps, sûr. Mais c'est formalisé, c'était pas si longtemps, il me semble que c'est 2014, que c'est formalisé qu'il faut absolument ça, et c'était à l'horizon déjà 2024, donc des 75 ans de l'Alliance. C'était pas, il n'y avait pas la schlag tout de suite, mais on avait quand même formalisé. C'était dans l'air. Alors le débat sur le partage du fardeau, il existe depuis les années 50, hein, donc c'est pas une nouveauté. C'est en 2011 que le secrétaire à la Défense de l'époque avait vraiment donné un nouveau gros push là-dessus vers les Alliés, en disant il faut que vous fassiez un effort considérable. Et ça s'était traduit en 2014, juste après l'invasion de la Crimée par la Russie, par cette promesse des 2% d'ici 2024, mais qui, au moment où moi j'arrive à l'OTAN et où Trump arrive à l'OTAN, est entouré de toutes sortes de nuances, si les conditions économiques le permettent, et en disant, il y avait ce qu'on appelait les 3C, le cash, les capacités, les contributions, et on voyait beaucoup de pays, je pense aux Italiens typiquement, qui disaient, oui, mais on fait beaucoup de contributions, on est très présent dans les missions et les opérations de l'OTAN, d'autres qui disaient, mais on a plein de capacités, alors est-ce qu'on doit vraiment être à 2%? Et Trump a un effet de focalisation du débat sur le cash, très très fort, qui dit, en fait, voilà, c'est mon objectif. Et de fait, au moment où il dit ça, il n'y a que 3 alliés qui sont à 2%, dont les États-Unis. Et il va bousculer le système, ce qui fait qu'à l'issue de son mandat, on sera passé à 7 et tout le monde aura augmenté. Et en fait, on va rentrer avec lui, autant comme organisation, là, comme secrétaire international, le secrétaire général, dans une discussion qui va être de lui annoncer des bonnes nouvelles. Ce qui va assez bien marcher en réalité, puisque les chiffres sont assez favorables. Et du coup, Trump décrète tout d'un coup que l'OTAN n'est plus obsolète. Et que voilà, maintenant ça va à peu près, même s'il faut que tout le monde paye ses choses. Ça ne veut pas dire, et je m'arrête là-dessus un instant, qu'il n'y a pas eu des moments extraordinairement compliqués. Je pense au sommet de 2018 en particulier, qui était et ça moi je le rappelle aujourd'hui aux gens qui disent ça s'est pas si mal passé. Le sommet de 2018, moi j'étais dans la salle, on a eu un Trump extrêmement difficile dans la deuxième journée. On peut dire, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, il y a un article sur le Financial Times qui raconte ça. Qui est un peu en dessous de la réalité, en fait. Voilà, c'est déjà confondant. Où il raconte, c'est vraiment une opération d'intimidation assez classique, où apparemment, dans un sommet porte fermée, donc juste entre chefs d'État, il met la misère à tout le monde les uns après les autres, sauf le Slovène parce que sa femme vient de Slovénie. C'est à peu près ça. L'histoire du FT est assez juste. Ce qui est intéressant et rétrospectivement un peu amusant, c'est que le premier jour qui était censé discuter de ces sujets se passe plutôt bien, et donc tout le monde pousse un grand ouf de soulagement. Et en fait, Trump, probablement agacé par des articles de la presse américaine qui disent qu'il n'a pas été aussi désagréable que prévu, le lendemain ouvre le feu, d'ailleurs dans un format avec les Géorgiens et les Ukrainiens qui sont assez vite priés de quitter la salle pour une réunion plus resserrée, qui sont un peu comme... les Géorgiens et les Ukrainiens qui étaient invités, une procédure, invités pour à terme peut-être à participer à la discussion sur un segment du sommet. Et qui, là, se retrouvent un peu comme les voisins qui se trouvent pris dans une querelle de famille et qui sont un peu embarrassés et quittent la salle assez vite. Et ensuite, il y a une explication de texte assez brutale et avec une vraie inquiétude que je souligne maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait, y compris dans les délégations américaines, l'inquiétude que Trump, à l'issue, on ne savait pas trop ce qu'il allait dire dans sa conférence de presse. Est-ce qu'il allait dire, on a eu une discussion, ce qu'il a dit finalement, on a eu une discussion très franche, mais j'ai obtenu à peu près ce que je voulais, et j'attends les alliés qui maintenant délivrent ce que j'ai demandé. Ou est-ce qu'il allait dire je suis vraiment pas content et lancer un ultimatum très brutal ou annoncer que Dieu sait quoi. Donc qu'il quitte l'OTAN ou qu'il quitte l'OTAN ou qu'il se met en retrait ou que sais-je encore. Et moi je le souligne parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a un tout petit peu
les gens sont peut-être un tout petit peu trop relax sur le fait de dire en 2000, la présidence Trump 1, finalement, elle s'est bien passée, il y a eu des mots, mais il n'y a pas eu de moment. Moi, j'ai le souvenir très clair d'une délégation américaine, je ne parle même pas des Européens, inquiète de ce qui allait sortir de l'exercice. Donc, il faut se préparer à ça, ça veut dire que ça va être aujourd'hui compliqué, voilà. Après, on voit aussi les choses qui marchent avec lui, et ça, Mark Rutte l'a bien compris d'aujourd'hui. On peut dire c'est à ce moment-là qu'apparaît un peu j'allais dire la légende, mais en tout cas la réputation de Mark Rutte, qui était donc à l'époque Premier ministre des Pays-Bas, d'être, j'allais dire le Trump whisperer, mais pas du tout, mais en tout cas quelqu'un qui réussit à peu près à le gérer, notamment par la flatterie, et que c'est quelque chose dans quoi beaucoup de gens mettent pas mal d'espoir en ce moment, que le nouveau secrétaire de l'OTAN est quelqu'un qui a démontré une certaine capacité à gérer Trump en 2018. Alors, Rutte fait partie des gens qui étaient autour de la table et qui ont joué un rôle utile. Il a aussi, et c'est un atout, il fait partie des quelques dirigeants de l'OTAN qui ont pratiqué Donald Trump comme Premier ministre. Il n'y en a pas 35 qui étaient là sous Trump. Aujourd'hui en Europe, il y a Macron, Duda et Rutte. La plupart des autres chefs d'État et de gouvernement ont changé ou n'étaient pas aux affaires à cette époque-là. Donc il y a D'autant qu'on peut signaler, juste dans cette réunion assez célèbre, le propos c'est que toutes les délégations ont été évacuées. Donc il y a eu vraiment un moment de face à face entre chefs d'État avec juste, je crois, les ambassadeurs qui étaient là, mais ils ont fermé les portes et tout le monde a été prié de dégager. Exactement. Ce qui est rare, voire rare. Non, c'était un format ad hoc, mais moi je rappelle, parce que faut pas non plus, c'est pas parce qu'ils ne sont plus aux affaires qu'on ne doit pas leur rendre hommage. Dans les gens qui ont joué un rôle positif, il y a aussi des femmes, Merkel et celle qui a eu l'idée de dire on passe dans une réunion resserrée et on ne fait pas on passe pas on reste pas en format grand-messe avec des dizaines de personnes qui sont assises derrière les chefs d'État et de gouvernement. D'une part, d'autre part, il y a aussi la présidente lituanienne de l'époque qui a été très ferme, etc. C'est une pièce qui se joue avec plusieurs acteurs dans les choses, y compris des acteurs qui aujourd'hui sont plus aux affaires, dont on parle moins. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça va créer une sorte de mécanique post ce sommet de 2018 qui va combiner deux choses. Une qui est un peu regrettable et qui va être compliquée à reproduire dans le monde d'aujourd'hui, où il y a la guerre en Europe, c'est on va limiter en fait les engagements au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il y aura en réalité encore une réunion à Londres pour marquer les 70 ans de l'OTAN, mais qui va être une réunion plutôt où la partie substantielle des discussions va être en réalité assez limitée. Il y aura la reine, des choses comme ça, quoi. Ce sera plutôt photo de famille pour marquer le 70e anniversaire. Il n'y aura pas de sommet à Washington pour ça. Le secrétaire général ira parler devant le Congrès des Américains, mais il n'ira pas dans un engagement public avec le président des États-Unis, ce qui est intéressant, mais c'était très délibéré. Et d'autre part, il y aura dans les engagements bilatéraux privés du secrétaire général de Stoltenberg avec Trump, l'idée qu'il y a des progrès et progressivement Trump va faire ça. Ce qui m'amène aujourd'hui à imaginer un peu deux scénarios possibles. Un dans lequel Trump dit regardez, en réalité, avant moi, 2016, il y avait 3 pays qui étaient à 2%. Aujourd'hui, il y en a 20. C'est grâce à moi. On peut dire que c'est plutôt grâce à Poutine qu'à Trump, mais ça n'a pas d'importance. Donc, il va en tirer à une sorte de... Voilà, il va pousser ceux qui n'y sont pas encore, peut-être pousser un peu au-delà des 2%, mais ça va être gérable dans la même logique. Ou bien, scénario plus pessimiste, au fond, en l'absence d'un entourage qui le modère sur ses instincts assez réservés sur les alliances, on peut avoir à un moment une déclaration qui vienne fragiliser l'OTAN.
Ouais, après, les 20 pays, il faut voir, parce qu'on peut dire que tout le monde a bien compris la consigne de 2%, 75 ans, enfin tout le monde, le 2 tiers. On peut s'interroger, des interrogations que plein de gens ont, sur combien de temps certains pays vont rester à 2%. Typiquement l'Allemagne, qui a fait plein de fonds exceptionnels. Est-ce que dans 2, 3, 4 ans, ils y seront encore, s'il n'y a pas une pression, type la pression Trump 1? Alors, je crois que ça va évidemment dépendre à la fois de la perception de l'environnement de sécurité, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que la situation en Ukraine s'est stabilisée ou pas, etc. Donc, ça, Dieu merci, ça joue, et pas seulement les perceptions de Trump. Et deuxièmement, effectivement, du degré de pression. On voit que pour pas mal de pays, le sujet de non seulement d'être à 2%, mais d'y rester, fait encore débat. Hein, à un moment où une partie de la conversation dit mais pourquoi pas 2,5 ou 3 pour en fait rapprocher les Européens des standards américains. Hein. C'est quand même un peu ça que dans l'idée d'un rééquilibrage. Pour ma part, moi je pense qu'il faut au contraire, évidemment qu'il faut faire un effort soutenu dans la durée, mais il faut essayer de penser ce pourquoi. Il ne s'agit pas de faire plaisir à Trump, il s'agit de réfléchir à ce qu'on veut faire. Et il me semble qu'on est dans un moment où il faut sortir du déni qui est un peu celui des Européens, consistant à dire, pour une partie d'entre eux en tout cas, il y a une chance de revenir à la normale en matière d'environnement de sécurité. Et ça, c'est la question de l'avenir de la relation avec la Russie, du post-conflit ukrainien, d'une part. Et d'autre part, Trump n'était qu'une parenthèse. On voit bien que ce n'est pas le cas et que ça reflète un état d'esprit beaucoup plus profond de la société américaine qui pose des questions, qui est quid de la priorité Indo-Pacifique pour le système américain, qui veut dire que le degré d'engagement en Europe ne sera plus ce qu'il est. Quid des ressources américaines, qui ne sont pas illimitées, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Européens. Elles ont l'air énormes, mais elles ne sont pas... Il y a constamment des arbitrages qui ne sont pas forcément favorables au théâtre européen. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être la priorité numéro 2 ? Et 3, enfin, et c'est évidemment très marqué sous Trump et avec sa nouvelle équipe, la polarisation et le débat intérieur américain qui fait qu'il y a une grande partie des Américains, y compris des élites américaines, qui n'ont plus envie de payer pour la sécurité européenne. Justement, j'aurais même peut-être m'attarder une seconde sur ce moment et cette espèce d'espoir un peu incantatoire des Européens que ça revienne à la normale, alors du côté de la Russie ou du côté des États-Unis, puisque vous l'avez vécu de l'intérieur, puisque j'ai dit vous étiez là jusqu'en 2022. Donc, vous avez vu le moment aussi de l'élection de Joe Biden, et Joe Biden qui était, de l'avis général, un président très pro-européen, en tout cas qui avait une attention réelle, personnelle à l'Europe, que n'avait pas Trump, que n'aurait probablement pas eu Kamala Harris, soit dit en passant. C'est-à-dire, à quel point est-ce que ça a été pour les pays européens un ouf de soulagement, on peut recommencer à rien faire ou à pas faire grand-chose comme avant, parce que on peut dire, là-dessus c'est un peu, on a l'air chauvin quand on dit ça, mais de dire la France dit depuis effectivement très longtemps qu'il faut une autonomie stratégique, il faut un pilier européen de l'Alliance, etc. Il faut que l'Europe soit capable de se défendre elle-même. Autant de trucs qui depuis des décennies étaient extrêmement mal perçus par les autres alliés, qui disaient « mais pourquoi vous nous emmerdez ? Les Américains sont là, vous voyez bien, c'est la garantie, arrêtez de débiner les États-Unis, arrêtez de saper ce que font tous les États-Unis pour nous ». Donc à quel point est-ce que tout le monde est revenu dans ces vieux réflexes, et à quel point quand même il en est resté quelque chose de manière rémanente même après l'arrivée de Joe Biden ? Alors, si on prend la chronologie, c'est intéressant parce que Biden est effectivement très probablement, mais ça je crois qu'il faut le souligner, le dernier président très atlantique de l'histoire américaine. C'est-à-dire qu'à la fois par sa génération, par le fait qu'il a été toujours très engagé dans l'histoire de l'OTAN, qu'il a été, je crois que même qu'il a présidé l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, etc., etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive, oui, il y a un ouf de soulagement au sens où il y a une sorte de normalisation dans les relations, où on sort des formes d'inquiétude, où tout le monde est content de faire des sommets, des choses comme ça.
En même temps, très très vite, on est rattrapé par l'affaire ukrainienne. Il prend ses fonctions le 20 janvier 2021. À partir de novembre 2021, on est en train de parler de ce qui se passe en Ukraine et de la montée en puissance russe autour de l'Ukraine. Donc, il n'y a pas eu, je dirais, un temps suffisant pour que le soufflet ne retombe complètement. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que sur ces affaires de dépenses de défense, en réalité, on a vraiment 3 groupes en Europe qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Il y en a un gros tiers qui sont réellement convaincus qu'il faut faire un effort considérable, pas seulement pour faire plaisir aux Américains, mais parce que voilà, leur sécurité est menacée. C'est des pays comme la Pologne, les pays baltes, qui sont même au-delà de 3% et qui font un effort vraiment massif, à leur échelle, mais vraiment massif. J'y ajouterai aujourd'hui les Nordiques qui ont aussi fait ça, etc. Il y a un deuxième groupe qui était déjà sérieux et fait un petit effort supplémentaire, je mettrai là-dedans français, britannique, ou qui n'était pas très sérieux et qui a fait un gros effort, mais qui ne sait pas si cet effort doit être permanent ou momentané. Là, on va trouver les Allemands, les Néerlandais, et ainsi de suite. Et il y a un troisième groupe qui sont loin derrière et qui ne sont toujours pas à 2% du tout. Les Italiens, les Espagnols, les Belges, et qui d'ailleurs ne font pas tellement mystère du fait qu'ils en sont loin. Hein. Je veux dire, quand les Belges annoncent fièrement qu'ils ont un plan pour atteindre les 2% en 2035, ils ne rassurent pas les alliés. Et donc, par rapport à ça, l'administration Biden, elle a continué à pousser. Hein. Il ne faut pas d'avoir l'impression que c'était de tout repos là-dessus. Elle a continué à insister, et c'est très intéressant, moi je trouve, que dans un contexte où il y a la plus grande guerre en Europe depuis 1945, qui pose de vraies questions sur notre sécurité, la présence militaire américaine en Europe, elle a augmenté marginalement, il y a un peu plus de troupes en rotation, mais par rapport à la baseline de 65 000, on remonte vers 100 000, mais il n'y a pas le déploiement de 4 divisions américaines pour couvrir le flanc oriental. Donc, on peut rappeler qu'à la fin de la guerre froide, c'était plus de 200 000. Voilà, la pointe de la guerre froide, c'était 350 000, c'était le stabilisé post à la fin des années 50. À la fin de la guerre froide, on était encore à 280 000. Donc là, alors qu'on a la guerre en Europe, la présence américaine, elle est de 100 000 hommes, avec par ailleurs des armées européennes confondues. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pays qui comprennent que Biden ou Trump, moi quand j'ai travaillé cet été sur un papier sur comment est-ce qu'on défend l'Europe avec moins d'Amérique, je disais de manière très explicite que 99% des recommandations, elles s'appliquent avec Harris ou avec Trump. Il n'y a pas de débat. C'est des recommandations qui font sens et qui d'ailleurs sont étaient plutôt bienvenues à l'OTAN, même si un certain nombre de pays sont toujours un peu nerveux à l'idée que de la prophétie autoréalisatrice, et en disant qu'il faut faire attention de ne pas parler de moins d'Amérique parce que ça va peut-être les encourager à faire moins d'Amérique. Moi, mon point de vue, il est très différent. C'est de dire... les Américains... C'est captivant ce truc-là, hein. La peur de la performativité, ouais. que si on... Enfin, c'est fou, hein. Mais on peut dire la même chose pour la Russie, hein. Enfin, sur la Russie. Il y a une peur que... Enfin, c'est vraiment... le fait de parler de quelque chose... Une parole incantatoire. Une parole qui viendrait en quelque sorte encourager la réalisation des choses. Et ça, les Français font souvent critiquer là-dessus, et en particulier... Ce qui est tout à fait raccord avec un biais cognitif qui est bien connu et bien documenté, qui est que quand on veut pas que quelque chose se produise, on pense que ça ne se produira pas aussi. Enfin, ce qui a été un peu le cas là, dans les mois écoulés sur la réélection de Trump. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de sondages qui étaient ultra favorable qui donnait une élection gagnée d'avance pour Harris, une grande partie du système européen a espéré que ce serait Harris à la fin des fins. Donc, mais sur cette affaire américaine, je vais même au-delà du côté redouté. Un événement comme une élection ou des choses comme ça qui sont voilà, on peut dire qu'on ne le souhaite pas, ou l'invasion de l'Ukraine aussi, c'était un bon exemple.
Là, il y a quelque chose qui va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a le refus parfois de voir des tendances de fond qui sont là. Je veux dire, la bascule vers l'Indo-Pacifique, le fait que l'Indo-Pacifique soit le pacing challenge, le défi qui donne le rythme au Pentagone, c'est dans leurs documents. C'est pas un débat de think tanker pour savoir. Oui, c'est dans leurs documents, c'est dans leur budget, c'est dans leur choix capacitaire. Enfin, on peut dire, vous en parliez tout à l'heure, il y a des arbitrages. Les arbitrages qui sont faciles à voir, c'est ce qu'on appelle les effecteurs stratégiques, c'est-à-dire, certes, on ne se bat pas en Europe comme on se battra dans le Pacifique, il y a besoin de chars en Europe, probablement plus de bateaux dans le Pacifique, ça très bien. Enfin bon, le transport stratégique, c'est-à-dire les gros avions pour transporter les choses, le ravitaillement en vol, le renseignement, ça c'est des trucs qui peuvent circuler autour de la planète sans les modifier, et ça... Ces choses-là sont de moins en moins disponibles pour l'Alliance Atlantique. C'est un fait totalement documentable et vérifiable, quoi. Oui, et ça n'est pas un choix idiot. Je veux dire, au passage, il ne s'agit pas de dire c'est vraiment un scandale et c'est très triste que les Américains fassent ça. Ils ont des ressources contraintes et ils ont au moins 2 ou 3 théâtres compliqués à gérer. Et à partir de là, ils font le choix raisonnable ils appliquent leurs priorités. Et par ailleurs, ils en ont marre, et on peut dire qu'ils ont raison ou ils ont tort, mais il est manifeste qu'ils en ont marre de payer pour la prospérité d'un certain nombre de pays européens. Ou asiatiques, mais c'est très visible dans les documents, enfin ce que dit évidemment J.D. Vance notamment, qui lui a une vision quand même un peu plus de l'intérieur de l'appareil américain, où il avait fait un papier, je crois que peut-être encore dans le Financial Times, il y a quelques mois, où il disait en fait c'est pas possible, de ces pays-là ont mis un peu d'argent sur la table, ils n'ont pas pour autant de capacité, on en a marre de payer, nous, avec des moyens qui ne sont pas infinis, pour que ces pays-là sous-investissent dans leur défense. C'est pas populaire, c'est pas plaisant, mais c'est entendable. Alors, à ECFR, on avait fait un papier, des collègues avaient fait un papier assez drôle sur les tribus du Parti républicain, où on dit, en fait, le Parti républicain est partagé entre trois groupes. Un groupe typique de J.D. Vance, donc le nouveau vice-président, qui est de dire, en fait, assez isolationniste, c'est-à-dire, en gros... ce qu'on appelle nous le groupe des restrainers, de la retenue, qui reste en retrait par rapport aux attentes du monde. Et en gros, l'Amérique n'a plus à s'occuper des grandes affaires du monde et il faut au maximum se retirer des guerres, mais aussi des engagements, surtout si les alliés ne font pas leur part du boulot. Et on peut dire que ça, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une inversion, pas seulement de la position, mais aussi du calcul. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, des générations entières d'Américains fournissaient pas de la défense à l'Europe parce qu'ils étaient d'humeur généreuse. Ils le faisaient parce qu'ils pensaient que c'était dans leur intérêt. Exactement. Et c'est ça qui a changé. C'est que maintenant, aux États-Unis, une partie de cet appareil d'État semi-politique, ça, pense que ça n'est plus dans leur intérêt. Et c'est ça c'est cette équation-là qui change. D'autant plus que ce groupe-là rejoint un deuxième groupe que nous on appelle ceux qui prioritisent et les prioritizers, qui mettent l'accent strictement sur la Chine. Donc la Chine est un défi d'une telle amplitude qu'aucune distraction n'est permise. Et là on va trouver des gens comme Elbridge Colby par exemple, ou des choses comme ça qui vont avoir un vrai travail pour dire attendez, toute ressource qui va à l'Ukraine, aux Européens, à la sécurité européenne, est une ressource perdue pour le défi le plus complexe qu'on a, qui est la compétition avec la Chine. Et on n'a pas les moyens de faire les deux. Et ces deux groupes-là, en réalité, s'opposent à ce qu'était la tradition du Parti républicain et de la politique stratégique américaine, ce qu'on peut appeler les suprémacistes, qui disent les États-Unis sont la grande puissance dominante qui peut se permettre et qui doit se donner les moyens de contrôler les affaires du monde dans plusieurs endroits parce que tout est lié, etc. Juste Elbridge Colby, je veux dire, c'est quelqu'un d'assez important dans l'écosystème républicain. Il est assez jeune, il a 45 ans à peu près. C'est quelqu'un qui a été sous-secrétaire à la défense sous Trump et qui a beaucoup joué dans la National Defense Strategy de 2018, qui marquait notamment encore, pour la 14e fois, se tournant vers la Chine. Alors pour l'instant, il n'a pas retrouvé une place clé dans la nouvelle administration. On enregistre ça à la mi-décembre, je veux dire. Voilà, mais je pense qu'il avait
connais un petit peu, je pense qu'il y avait de grandes ambitions qui n'ont pas encore été réalisées. On verra s'il accepte un poste un peu en deçà des postes les plus visibles. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, est intéressant dans la manière dont il présente un modèle cohérent et structuré, qui est de dire, voilà, la priorité avec la Chine veut dire qu'on ne peut plus s'occuper d'Europe. Moi, j'ai débattu avec Bridge Colby dans un colloque il y a quelques années. C'est drôle parce que c'était à Berlin devant un public assez allemand. Et Bridge disait assez calmement que sa cure devrait être française. Le public allemand était un peu perplexe. Donc sa cure, c'est le commandeur suprême allié suprême pour l'Europe, qui est traditionnellement un Américain à l'OTAN. Ouais. On peut dire, enfin, le grand chef militaire de l'OTAN. Il y a deux grands chefs. Il y a un chef pour la transformation. Et ça, c'est le chef pour les opérations. Qui est un Français depuis un certain temps, qui est aujourd'hui l'amiral Vendier, l'ancien chef d'état-major de la marine, et il y a un chef pour les opérations, qui est aussi le commandant des troupes américaines en Europe, qui est donc traditionnellement un Américain. Mais donc dire que ça doit être un Français, ça veut dire que les États-Unis n'ont plus forcément à s'occuper de ce qui se passe en Europe. C'est une provocation amusante, qui a pas forcément bien marché avec le public allemand, mais qui dit bien la manière dont quelqu'un comme Bridge Colby aborde la relation avec l'OTAN. Alors, je ne pense pas que ça arrivera, je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, mais c'est intéressant parce qu'on voit ce débat-là. Et c'est ça qui va être la nouveauté avec cette nouvelle administration de Trump. C'est est-ce qu'on va se trouver dans les... On sait que Trump aime bien les débats internes pour pouvoir les trancher lui-même. Mais évidemment, si ces débats sont dominés par des gens qui ont une pensée ou quasi isolationniste ou qui met vraiment la priorité absolue sur la Chine, l'Europe va forcément passer au second plan. L'Ukraine apparaît comme une distraction inutile de ressources et de bandes passantes stratégiques. Et dans ce contexte-là, les Européens peuvent se trouver face à une administration Trump qui sera plus compliquée encore que l'administration Trump de la première version. Justement, c'est peut-être le moment d'en parler, de ce qu'on envoie. Donc je l'ai dit, on enregistre ça le 13 décembre. Il y aura peut-être d'ici à la diffusion des nouvelles nominations ou des nouveaux désistements, disons. Mais c'est, j'allais dire c'est un musée des horreurs, mais c'est en tout cas, c'est un peu la cour des miracles. Ce qu'on envoie, en tout cas pour les principaux postes, qui relèvent de la défense, de la sécurité. Alors, avec une exception qui est celle de Marco Rubio comme secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères américain, qui lui est sur une ligne quand même beaucoup plus traditionnelle, en tout cas son pédigré est beaucoup plus traditionnel de américain, beaucoup plus traditionnel pour les républicains. En revanche, il est question de Pete Hegseth pour le Pentagone, qui est un vétéran, mais c'est à peu près sa seule qualification pour ça, et surtout qui arrive visiblement avec un mandat, ou en tout cas un fort désir de purge, ce qui est... Voilà. Tulsi Gabbard pour le Director of National Intelligence, donc la chef du renseignement américain, qui est quelqu'un qui probablement ne passerait pas un test de sécurité du FBI, puisqu'elle a été compromise... elle aurait été, en tout cas, elle a rencontré Assad et Poutine. Ce serait difficile de lui donner une security clearance, et c'est elle qui va les donner, en tout cas qui va participer à les donner désormais. Donc voilà, comment est-ce que vous envisagez, parce que vous avez donné un peu le casting de Trump 1, c'était pas exactement la même chose. Absolument. Alors, deux choses. Je crois que on voit bien que Trump 2 met l'accent sur la loyauté. C'est-à-dire que c'est vraiment le critère de recrutement principal, c'est la loyauté. Donc ça veut dire ou des politiques qui ont fait allégeance, ou des individus qui sont souvent d'ailleurs des commentateurs de Fox News. C'était le cas de Peter Hegseth, qui arrive directement de Fox News. Donc c'est vraiment le critère principal. Alors après, sur les profils, peut-être une nuance ou une goutte d'optimisme. Il y a effectivement Rubio, il y a aussi Mike Waltz ou le général Kellogg qui est chargé de l'Ukraine et de la Russie, qui sont des profils, on va dire, assez traditionnels en matière de politique étrangère, de politique de défense, même s'ils sont, disons, dans la ligne ils sont très loyaux au président. Et donc, ça va être intéressant de voir comment
leurs premières prises de position n'ont pas été forcément là où on les attendait, là où on attendait des embardées, elles sont un peu rassurantes. Mais effectivement, il y a aussi des gens qui, soit par conviction, J.D. Vance est un bon exemple, sont très réservés sur les engagements en Europe, soit sont extrêmement problématiques du fait de leur background ou de leurs déclarations passées, qui vont les rendre très compliquées à gérer pour les Européens. Donc on est dans quelque chose où la construction de cette administration, qui est effectivement encore un chantier, hein. Il y a des gens qui vont peut-être pas passer les confirmations au Congrès. Il est possible d'ailleurs que Trump ait assez habilement joué en mettant des personnalités très controversées qui vont se faire shooter de manière à ensuite mettre des purs loyalistes, mais moins visibles. C'est ce qui s'est passé pour le département de la justice avec Matt Gaetz. Donc on va voir comment la pièce se joue et se termine, mais de manière évidente, c'est des gens qui sont marqués par une loyauté plus forte à Trump, qui ne vont pas, contrairement sans doute, et moi je l'ai vu de l'intérieur, des gens de l'administration précédente, Trump précédente, qui cherchaient à arrondir les angles dans la relation avec le président et avec les alliés européens, voire même donner des conseils aux alliés européens qui étaient sur comment le gérer. Comment le gérer. C'était pas de la déloyauté, contrairement à ce que disent les fidèles de Trump, mais c'était une forme de cogestion de comment est-ce qu'on peut aborder tel ou tel exercice. Et donc là, on est dans quelque chose de différent. Ce qui est intéressant, c'est par exemple l'ambassadeur à l'OTAN. Il n'a aucune expérience internationale. C'est un ancien attorney de district qui est un républicain ultra-loyaliste. Donc lui, il a une récompense. C'est pas forcément quelqu'un qui va se tourner vers le président. C'est pas sans précédent tout à fait. Non. Enfin, je veux dire, les postes d'ambassadeurs des États-Unis sont... Alors en général, c'est pour des donateurs ou des fidèles. À l'OTAN, traditionnellement, comme c'est considéré comme un poste technique, la plupart des gens qui ont tenu le poste, aussi longtemps que je me souvienne, étaient des gens qui avaient une connaissance des dossiers de défense. Même la républicaine qui a été nommée par Trump, c'était cette sénatrice du Texas qui avait été le sénateur ultra puissant de l'Appropriation Committee, etc. Donc il y avait une connaissance au moins nominale des sujets de défense, contrairement aux ambassades bilatérales où on est vraiment dans le domaine de la récompense pour des donateurs ou des fidèles. Ouais, mais il y a quand même un truc un peu inquiétant là-dedans, c'est qu'on sait que, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'OTAN, tout le monde est égal, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et de ce point de vue-là, les États-Unis donnent souvent le là d'un certain nombre de choses, que ce soit dans les équipements, mais aussi dans une certaine manière de concevoir l'outil militaire. Et là, si c'est Pete Hegseth, mais ça paraît quand même, ou en tout cas si c'est pas lui, ce sera sans doute quelqu'un avec le même mandat, il y a quand même une idée de purge, c'est quelqu'un qui arrive en disant que les femmes ne doivent pas servir au combat, c'est quelqu'un qui arrive avec... c'est quelqu'un par ailleurs accusé de multiples agressions sexuelles, ce qui est un problème endémique pour les institutions militaires en général, mais notamment aux États-Unis. Il y a quand même un truc de, s'ils font à leur main l'appareil militaire des États-Unis, qu'est-ce que ça fait à l'Alliance et aux armées de tout le monde? Et dans quelle mesure est-ce que... Bon, les Français, ça va, on a l'habitude d'être les têtes de mule dans une certaine mesure. On est très attaché à notre particularisme et à notre autonomie stratégique, tout ce qu'on veut. Il y a d'autres alliés qui ont quand même beaucoup l'habitude d'accorder leur violon sur le la des Américains. Alors, je crois qu'en réalité, là-dessus, il y a un peu deux sujets. Moi, j'étais à Washington il n'y a pas très longtemps après l'élection. Mes amis américains du Pentagone ou de la bulle défense américaine, qui pouvaient être des républicains, ils étaient surtout inquiets sur l'évolution des relations civilo-militaires. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nous, on regarde Ukraine, OTAN, commerce, etc. Eux, ils pensent démocratie, purge interne, etc. C'est quand même ça un peu le débat à Washington en ce moment. Et effectivement, les échos qu'on a pu avoir
nominé pour le secrétariat à la défense ou d'autres individus qui font partie de cette bulle-là, c'est quand même l'idée qu'il va y avoir une purge de tout le haut commandement militaire, encore en estimant que le général Milley, qui était le SEMA de la grande partie de Trump et une grande partie de Biden, est un type déloyal parce qu'il a parlé de peur du fascisme avant l'élection et qu'il a critiqué le président après, d'ailleurs jamais en poste, avec des idées complètement farfelues de l'idée qu'il faut le rappeler en service de sa deuxième section, on dirait en France, pour pouvoir le juger encore martial pour trahison. Quoi. On est quand même dans des choses assez dingues. Hein. Et également une espèce de chasse à l'idée que tout officier général qui aurait été promu ou nommé par Milley, on ne lui fait pas confiance et donc il va falloir renouveler profondément les cadres. Est-ce qu'ils auront la volonté, et la volonté c'est sûr, mais est-ce qu'ils auront, je dirais, le courage d'aller dans cette direction? Est-ce que le Congrès va les suivre dans une purge de cette ampleur? Parce que ça veut dire qu'il faut renommer des gens très vite, etc. Est-ce qu'il va y avoir un effet d'inertie et de calme une fois passé le moment de la campagne? C'est très difficile à prédire, mais on voit très bien que Trump est le cœur du monde MAGA. Sur les services de sécurité, donc FBI, sur les armées, sur les choses comme ça, on les attend en matière de loyauté. J'ai envie de dire, c'est au départ avant tout un débat interne américain sur l'état de la démocratie américaine, des relations civilo-militaires. Ensuite, il y a un deuxième temps, c'est comment est-ce que ça impacte l'OTAN. Alors, par exemple, est-ce que la nomination du prochain SACEUR va avoir lieu? Il y a certains papiers de think tank à Washington qui ont dit on va nommer un patron pour les forces américaines en Europe, le commandement de EUCOM, comme on dit, mais on ne va pas le proposer comme SACEUR, par exemple. Donc il y a vraiment beaucoup d'inconnus sur la manière dont ils vont gérer le corps des officiers généraux, sur le critère de promotion. Est-ce qu'ils vont chercher des loyalistes vraiment politiques ou est-ce qu'ils vont juste punir 3 têtes d'affiche qu'ils ont identifiées comme ça? Et effectivement, Peter Hegseth est vraiment un personnage assez peu enthousiasmant dans la mesure où, pour utiliser une expression favorable, parce que effectivement il arrive avec un agenda, alors ce qu'il appelle anti-diversité, alors même que pour les forces américaines, c'est pas les seuls, la question de la gestion de la diversité, d'avoir un recrutement qui soit le plus large possible, le plus représentatif possible de la société américaine, des hommes, des femmes, des minorités, etc., est vraiment important. Je veux dire, c'est un enjeu de recrutement, hein, avant même de parler de dire que c'est un enjeu de bonne morale. Il y a un énorme sujet. Et donc, on est vraiment sur des trucs qui sont compliqués et qui, en plus, vont mettre, pour les alliés, dans une relation qui peut se tendre avec les Américains, y compris sur des choses, je dirais, très pratiques, c'est-à-dire, est-ce que le SEMA demain aura un interlocuteur à qui il pourra faire confiance, ou est-ce que cet interlocuteur avec qui il pourra avoir des relations très stables, ou est-ce qu'il aura quelqu'un qui aura été nommé en fonction de critères de loyauté politique, n'aura pas une forte légitimité dans les armées américaines, et ainsi de suite, quoi. C'est des vrais sujets. Oui, puis c'est... un vrai sujet de à quel point est-ce qu'on a envie d'être allié avec en tout cas l'appareil militaire qu'ils sont en train de dessiner. Alors après, de toute façon, c'est beaucoup d'inertie, ils vont pas... Et j'écoutais récemment un podcast, il disait, globalement, le projet, c'est d'avoir une armée qui ressemble un peu à celle de la Confédération, quoi. Enfin, en termes de position politique et en fait, le problème, c'est aussi que du coup, quand on déclare ça, on attire ces gens-là et les gens qui sont un peu plus divers se sentent pas forcément attirés par l'institution militaire. Non, c'est très intéressant. Moi, je vais citer deux... Bon, il y a deux sujets. C'est-à-dire, il y a l'appétit pour la coopération dans le domaine militaire, dans le domaine du renseignement. Et effectivement, quelqu'un comme Tulsi Gabbard provoque une certaine inquiétude de la part des partenaires des États-Unis pour est-ce que je vais appeler le directeur national du renseignement pour lui annoncer que j'ai un renseignement exquis sur quelque chose que Poutine prépare en n'ayant pas confiance là-dessus. Donc, on peut dire, enfin, il s'est passé des trucs hallucinants déjà parce qu'elle était au Congrès depuis un certain temps. Il y a des histoires d'effecteurs syriens
qui allait témoigner devant le Congrès, qui était obligée de porter des masques quand elle était dans la pièce, parce que personne ne faisait confiance, tout le monde pensait qu'elle était compromise. Et qu'elle allait envoyer les photos. À Bachar. On est dans un cas Bachar, un peu c'est plus le problème du moment, mais voilà. On pourrait trouver quelques politiques français qui se posent le même type de problème, mais... a priori, ils n'ont pas encore été nommés. Mais ils ne sont pas ministres des Armées ou coordinateur national du renseignement. Donc, c'est pas propre aux États-Unis, mais on est dans un cas, effectivement, de quelqu'un qui n'aurait probablement pas d'habilitation pour un job lambda dans une agence de renseignement. Dans le cas des militaires, je pense que les choses seront un peu différentes parce que on peut pas non plus. Mais il y a un truc à long terme sur la sociologie des armées américaines, le message qu'elle renvoie vers la société, et donc le message qu'elle renvoie aussi vers les alliés sur tout ça. Et ça, moi j'ai une amie américaine qui faisait partie de la commission pour rebaptiser les forts et les monuments où il y a eu dans les années 50 et 60 toute une série de lieux militaires qui ont été nommés d'après des généraux sudistes ou des officiers sudistes. Et il y a eu une sorte de grand débat sur est-ce qu'il faut faire ça. Et j'avais cette discussion avec Cory Shakey, qui est une républicaine never Trumper, mais qui faisait partie de cette commission. Elle était un des coprésidentes. Et je disais, moi j'avais mon regard un peu, est-ce que le côté, est-ce que c'est vraiment nécessaire de renommer des trucs, je suis toujours un peu réservé quand on retire des statuts, des choses comme ça. Elle me dit, écoute, dans ce qui est l'armée américaine d'aujourd'hui, dans sa diversité, c'est vrai que c'est quand même problématique que notre population passe tous les matins devant la statue d'un général qui s'est battu pour le maintien de l'esclavage, pour aller dans un amphithéâtre nommé par un capitaine qui s'est battu pour le maintien de l'esclavage, dans une base qui est nommée d'après un autre général qui s'est battu pour le maintien de l'esclavage. Et je veux dire, ça n'est pas à faire insulte tradition américaine, militaire américaine, au fait qu'un certain nombre de ces généraux étaient des grands généraux et ont eu des grands succès militaires. Il ne s'agit pas de les éliminer de l'écran de sel de l'histoire militaire américaine. Mais en revanche, on n'est pas obligé non plus de les mettre en valeur dans toute l'institution. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'un type comme Peter Hexes veut absolument arrêter le jour où il arrive. Ouais. Alors, après, il y a le personnel, on va voir, ça évoluera ou ça n'évoluera pas, et puis quand même, je veux dire, faut aussi pas exagérer la cohérence, la stabilité, on a vu dans Trump 1 qu'il met aussi beaucoup virer des gens, donc ça peut aussi tourner au long d'un mandat. Mais, donc il y a ces questions de personnes, et puis au-delà, il y a des questions d'agenda, il y a des questions de programme, et il y a cette promesse, chapeau, parapluie, etc., de Trump qu'il arrêterait la guerre en un jour s'il était élu. Alors, il a déjà été élu, on ne sait pas, est-ce que la promesse est déjà paumée ou pas. Enfin bon, bref, ou est-ce que c'est un jour après son inauguration. Mais, pour être un peu plus sérieux, il y a la question de savoir quel est son plan pour la Russie, s'il en a un. Avec... les gens aiment bien trouver des vertus paradoxales à toute chose, mais avec cette idée qu'après tout, peut-être que Trump, première édition, n'a pas été si favorable pour la Russie parce qu'il l'a affaibli de telle et telle manière. Voilà, comment est-ce que... de toute façon, l'aide, il semble assez inéluctable, l'aide à l'Ukraine, il semble assez inéluctable qu'elle diminue, qu'elle périclite, voire qu'elle se tarisse complètement, et d'ailleurs l'administration Biden essaye de faire passer tout ce qu'ils peuvent avant, apparemment. Voilà, comment est-ce que vous envisagez Après, on sait aussi que Trump a des trucs de strongman, c'est-à-dire il aime bien voir les gens dans les yeux, il pense qu'il pourra convaincre Poutine de telle ou telle chose. Comment vous envisagez, disons, un programme de Trump sur cette guerre en Ukraine ? Alors, il y a d'abord beaucoup d'incertitudes, objectivement, puisque effectivement il a dit je vais régler le problème en 24 heures. Ce qui, au passage, tout le monde dit ricane un peu. C'est pas impossible si on dit qu'on cède à toutes les demandes de Poutine là-dessus et qu'on tord le bras brutalement des Ukrainiens. C'est toujours une manière de finir une guerre en 24 heures, ça s'appelle la capitulation. Voilà. Mais oui. Si on forçait les Ukrainiens à une forme de capitulation, et voilà. Je crois pas que ce soit le scénario
de référence parce qu'on voit que la thématique de la paix par la force, qui est une thématique de la campagne de Trump, que les premières prises de parole de Waltz ou de Kellogg, et d'une certaine manière de Trump lui-même, dans ce qu'on peut comprendre de son engagement à Paris avec Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ne va pas dans le cas le plus extrême de l'abandon immédiat et brutal. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on est quand même devant quelque chose qui se présente pas forcément bien ni pour les Ukrainiens ni pour les Européens, c'est-à-dire l'envie de terminer cette guerre, de la terminer assez vite, en estimant que les conditions territoriales sont un peu la moindre des choses, voilà, que ça fait partie. Alors, ce ne serait pas forcément des concessions territoriales au sens où l'Ukraine céderait une partie de son territoire à la Russie, mais l'idée que, elle accepte qu'une partie du territoire soit occupée, d'une part, et d'autre part, en n'ayant pas non plus une envie très forte de s'impliquer dans les garanties de sécurité, c'est-à-dire pas non plus une ouverture pour dire ce que pourraient être des garanties de sécurité, c'est-à-dire ou le maintien d'une assistance militaire très importante en volume, ou une entrée dans l'OTAN, ou une présence militaire occidentale en Ukraine. Et donc, tout ça, je dirais, a deux effets. C'est-à-dire que met d'une part les Ukrainiens dans une situation difficile, parce qu'ils voient bien que ce sera un compromis, pas forcément dans des termes les plus favorables. Et d'autre part, met les Européens devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que si les Européens sont sérieux quand ils disent que ce conflit est existentiel, ou en tout cas critique pour eux, il y a un moment où Trump va peut-être se tourner vers nous en disant pour l'aide à l'Ukraine, à vous de jouer. Donc, si vous voulez continuer à les aider, be my guest. Pour les garanties de sécurité, il n'y aura pas d'OTAN, mais si vous voulez envoyer des troupes européennes, vous êtes également les bienvenus si ça aide à stabiliser la situation. Et donc, on va avoir en quelque sorte une situation double où on va avoir un Trump qui va chercher à obtenir la paix. La paix ? Une sorte de cessez-le-feu dans des termes pas forcément favorables, et qui, pour le reste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met le package pour les Ukrainiens pour qu'ils acceptent, etc., va plutôt dire aux Européens, si vous y tenez, vous n'avez qu'à vous en occuper. Et avec des États-Unis qui resteraient relativement en retrait, c'est-à-dire ni troupes au sol, ni engagement de l'OTAN, ni engagement de sécurité tout à fait spectaculaire. Est-ce que tout ça comment tout ça peut se déboucler ? Je rappelle toujours qu'il y a quand même un interlocuteur dont on ne parle pas beaucoup, qui est Vladimir Poutine, dont les demandes sont toujours assez maximalistes, puisqu'il continue à réclamer plus de territoires qu'il n'en contrôle aujourd'hui. Et la démilitarisation, la dénazification, le changement de régime, l'interdiction d'entrer dans l'OTAN de l'Ukraine. Et donc ça fait beaucoup de demandes. Et puis il y a quand même aussi des Ukrainiens qui n'ont pas démérité jusqu'ici et qui on le voit, essayent d'obtenir des garanties un peu plus fermes que ce qu'ils ont à ce stade, et qui peuvent également à un moment dire, écoutez, plutôt que de capituler de manière embarrassante, on peut aussi décider qu'on continue cette guerre, sachant que, moi je le rappelle aussi toujours, les avancées de la Russie en Ukraine qu'on voit aujourd'hui, ils ont pris dans la grande offensive qui se déroule depuis septembre 0,5% du territoire ukrainien, donc avec des pertes effroyables, etc. Donc on n'est pas non plus dans une situation où la Russie est sur un parcours gagnant évident et très très clair. Donc, si la balle est dans le camp, va être dans le camp progressivement des Européens, à quel point est-ce que là, à votre sens, les alliés y sont prêts ? Parce que donc il y a eu cet objectif de cash plus ou moins atteint cet été. C'est-à-dire s'il faut compenser l'aide des États-Unis à l'Ukraine, il ne va plus rester grand-chose dans les arsenaux européens, et a priori c'est pas dans les plans. Donc, à votre avis, comment est-ce que tout le monde a ingéré depuis quelques semaines ce fait ? Et c'est-à-dire, on l'a beaucoup dit que tout le monde a un plan désormais. C'est pas comme la première fois, tout le monde sait que ça peut arriver,
et tout le monde a quelque chose dans les cartons. Mais alors, qu'est-ce que chacun a dans les cartons ? Alors, d'abord, je ne suis pas sûr que tout le monde ait un plan. Moi, j'aurais aimé entendre les dirigeants européens collectivement, peut-être sans Orban, mais le plus possible, avec les nouveaux patrons à l'Union européenne et le nouveau patron de l'OTAN, dire voilà, le projet que nous avons, quel que soit le président des États-Unis, l'an prochain, on va maintenir un volume d'aide conséquent, voire augmenter un volume d'aide conséquent en matière militaire. Les Européens, c'est à peu près la moitié de l'assistance militaire à l'Ukraine quand même aujourd'hui, donc c'est pas négligeable, mais est-ce on doit faire davantage également sur l'aide économique et également sur la perception de ce que pourrait être une sortie de crise qui pour moi est davantage la question de négocier non pas la paix, parce que ça n'arrivera pas sous cette forme, mais de négocier les termes et conditions d'un cessez-le-feu un peu durable. C'est ça le défi pour les Européens. Et je ne suis pas sûr que les Européens, ou même qu'un groupe cohérent d'Européens, ait une idée très très claire de ce qu'ils sont prêts à faire et prêts à mettre sur la table pour ça. Ce qui est une combinaison, on va dire, de cash pour aider l'Ukraine, économiquement et militairement, de moyens qui seraient donnés à l'Ukraine, et puis éventuellement d'accepter une forme de prise de risque en venant garantir un cessez-le-feu par une présence qui serait à très forte dominante européenne. C'est un peu l'objet d'un certain nombre des discussions qui se déroulent depuis le mois de novembre entre Macron et Starmer, Macron et Tusk, etc. On verra comment elles aboutissent à quelque chose d'un peu structuré. Moi, je pense qu'il y a une dizaine de pays en Europe qui sont sérieux sur ce dossier. Les Baltiques, les Nordiques, la Pologne, mais aussi sans doute le Royaume-Uni, sans doute la France, les Pays-Bas. Donc voilà, et on verra ce que donnera l'élection allemande. Donc il y a quelque chose qui existe. Mais maintenant, il faut réussir à en faire une proposition qui fasse qu'on soit acteur de cette négociation, à la fois en ayant des messages assez clairs vers Kiev, on ne vous laisse pas tomber, vers Moscou, on ne vous laissera pas aller au bout de votre agenda néo-impérialiste en Ukraine, et vers Washington, non pas simplement, s'il vous plaît, ne faites pas ça, mais voilà ce que nous, on est prêt à faire, et est-ce qu'on peut se coordonner pour obtenir le meilleur résultat possible pour calmer cette crise. Oui, mais est-ce que aussi les pays se préparent à le faire dans la durée ? C'est-à-dire, s'il s'agit d'avoir une présence permanente, s'il y a un cessez-le-feu, personne ne pense que la Russie le rompra dans les 3 mois qui viennent. Ils ont aussi besoin de régénérer des forces, etc., etc. La question, c'est est-ce que tout le monde est en mesure, a la volonté et la conscience pour se réarmer suffisamment pour avoir des garanties de sécurité, pour garantir la sécurité en Ukraine et a fortiori en Europe sur, pas à 6 mois, à 2 ans, 5 ans, 10 ans. La réponse courte est non. En tout cas, à la question tout le monde. On voit bien que, je reviens à mes 3 tiers du paysage européen, qu'il y a un groupe de pays qui ont vraiment fait le choix d'un réarmement dans la durée, d'une remontée en puissance réelle, qu'il y en a un tiers qui est autour de 2% et qui ne sait pas trop s'ils vont réussir à y rester, et puis un tiers qui traîne des pieds pour même arriver à 2%. Donc il y a un vrai besoin là-dessus d'être le plus clair possible dans notre niveau d'ambition collective, à la fois comme message sur la sécurité européenne, notre propre sécurité, mais aussi sur quel message vis-à-vis de la crise ukrainienne et le niveau d'investissement, mais aussi un peu de risque qu'on est prêt à prendre dans cette affaire. Déployer une force en Ukraine dans la durée qui soit suffisamment robuste pour être dissuasive sans qu'elle ait besoin d'être non plus la ligne de front. Il y aura toujours des centaines de milliers d'hommes dans l'armée ukrainienne qui vont tenir leur ligne de front post-cessez-le-feu. Donc personne n'attend que des forces françaises, polonaises ou lituaniennes viennent se substituer à l'armée ukrainienne. L'idée, c'est d'envoyer un message qui dise une rupture du cessez-le-feu veut dire que vous allez aussi rencontrer des forces de pays de l'OTAN, etc. Il y a 1000 questions à se poser pour aller au fond de cette conversation sur
quelle est la bonne structure de commandement, quelle est la bonne composition, qui est prêt à y aller, qui a les moyens d'y aller, qui peut déployer une brigade dans la durée, dans un environnement de haute intensité, etc. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont non résolus et fort compliqués, mais il y a besoin, me semble-t-il, d'avoir cette discussion réellement. J'espère qu'elle est en train de se déployer dans les différents engagements bilatéraux entre quelques pays européens. Et ensuite, on verra quel est le meilleur schéma, sachant qu'à l'OTAN et à l'Union européenne, il y aura toujours des pays beaucoup plus réticents, voire franchement hostiles. Je pense aux Hongrois, mais même d'une certaine manière de l'Allemagne aujourd'hui. Et aussi, comment est-ce que ça s'articule avec les Américains ? Parce que le message, c'est pas de dire on va envoyer cette force contre l'avis des États-Unis, mais dans une manœuvre diplomatico-stratégique et militaire qui fasse que cette force soit crédible sur le terrain. Non, mais l'enjeu, c'est de le faire collectivement. Et ça, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, mais il y a beaucoup de pays pour qui la sécurité, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, c'est la sécurité. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'ils se mettre ou pas à concevoir que l'Europe, en tout cas la partie européenne de l'OTAN, c'est la sécurité. C'est-à-dire parce que là, l'inquiétude que tout le monde a, et qui est sans doute pas fausse, c'est que un certain nombre de pays aillent chercher les États-Unis pour maintenir, mais le fassent pas dans le cadre de l'OTAN, mais essayent de passer des accords bilatéraux avec les États-Unis pour garantir leur propre sécurité. Voilà. Pour moi, on a un peu un paradoxe qui va au-delà de l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est tout ce débat sur le pilier européen, qui est même une formulation qui crée un peu d'inquiétude chez certains des alliés en disant mais s'il y a un pilier européen, ça veut dire qu'il est séparable du pilier américain, on doit être tous ensemble, etc., etc. Moi, je crois qu'on doit aller... Ça, c'est une formulation plutôt française, traditionnellement. Oui, mais pilier européen de l'Alliance Atlantique, c'est une formulation qui passe pas mal en Allemagne et dans d'autres pays. Ça crée un peu de nervosité chez les pays qui sont les plus attachés à la garantie américaine. Mais pour les Français, c'est déjà une étape de meilleure compréhension, d'intégration de l'OTAN dans notre réflexion stratégique. Ce qui me semble le plus intéressant là-dedans, et ça je crois que c'est un message qui est important dans la conversation avec nos partenaires européens, c'est de dire que notre conviction, c'est que c'est comme ça qu'on va garder les États-Unis à bord. Peut-être pas au même niveau, mais à bord. Et avoir les États-Unis à bord, c'est ce qui tout d'un coup permet de commencer à réfléchir au reste, c'est-à-dire d'avoir d'abord une transition qui soit ordonnée et pas en panique, d'une part. D'autre part, de dire aux Américains, voilà, là vous avez une capacité qu'on ne va pas avoir avant 10 ans, il ne faut pas la débrancher trop vite. Mais vous pensez que cette manière de réfléchir là, elle est largement partagée, y compris par les pays qui n'ont pas cette habitude-là? Il y a vraiment débat. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le moment actuel. Il y a vraiment débat à Washington, entre ceux qui sont prêts à signer pour un truc comme ça, et qui passent aussi par le fait que ça veut dire que les États-Unis lâchent un peu du contrôle qu'ils ont de l'OTAN, des structures transatlantiques, et par exemple laissent aussi monter en puissance l'industrie européenne pour servir les besoins européens, etc. Donc, débat américain, mais aussi débat européen, entre un groupe qui continue à exister, qui a peur de la prophétie autoréalisatrice, donc surtout pas moins d'Amérique, et un groupe qui a tendance à s'élargir et qui réfléchit à comment est-ce qu'on remplit tout ça. Et moi, je suis assez frappé, vu de Bruxelles où je vis toujours, de voir comment est-ce que l'Union européenne, par exemple, en tâtonnant et en sachant pas très bien où mettre ses sous, comment s'y prendre, etc., elle est en train, en réalité, de se mettre en situation de contribuer de manière significative budgétairement à ce débat-là. Elle doit le faire en bonne intelligence avec les États membres, elle doit trouver les moyens de travailler avec l'OTAN, etc. Mais c'est vraiment l'intention à la fois de von der Leyen, de Kubilius, de Kallas, etc. L'OTAN, avec Rutte, est à la fois dans une gestion de Trump sur comment est-ce qu'on le maintient à bord,
mais est aussi en train de reconnaître qu'il faut pousser d'abord les alliés à faire davantage, et ensuite de reconnaître comment est-ce qu'on va travailler, comment est-ce que l'OTAN doit mieux travailler avec des moyens européens et réduire ses dépendances vis-à-vis des États-Unis. Donc il y a un mouvement. Après, indiscutablement, il y a une grosse douzaine de pays en Europe qui sont tentés par la bilatéralisation, qui disent si moi je dépense 3-4% de mon PIB, je dois pouvoir obtenir des États-Unis des garanties comme ça. Moi, ce que je leur rappelle toujours, parce que c'est plutôt vrai, c'est que en Europe, je crois qu'il y a 21 pays qui croient qu'ils ont une relation spéciale avec les États-Unis. Et en réalité, il n'y en a aucun. C'est ni la vieille alliance française, ni le rôle des Italo-Américains, ni les bases américaines en Allemagne qui créent un tissu unique, ni les Polono-américains, ni la Special Relationship britannique. Il y a des caractéristiques de la relation qui changent d'un pays à l'autre, mais il n'y a pas de pays qui soit à l'abri, qui puisse créer cette relation bilatérale de manière absolument garantie. On peut, dans un instant T, profiter du fait qu'on vient de signer un gros contrat avec les États-Unis, qu'on a un Premier ministre ou un président un peu plus aligné avec Trump, ou qui s'entend bien avec lui, qu'on a un déficit commercial avec les États-Unis, et donc on est bien vu de l'administration de Trump. Mais ça n'a pas, à mon sens, beaucoup de sens de se mettre dans une situation dans laquelle on est authentiquement ou un pays, parce que ça crée une très forte injustice. Prenons un petit pays balte, qui sont très enclins à essayer de chercher ça. Ils n'ont jamais les moyens de signer des énormes contrats de F-35 qui les mettront en haut de la pile là-dessus. Alors ils peuvent dépenser 4 points de PIB, ça n'en fait pas un client majeur des Américains. Donc, et Trump n'a pas une idée très précise de qui c'est même d'où ça se trouve. Donc on n'a pas, pour moi, c'est vraiment important de autant que possible avoir un message qui soit pas unique, mais avoir un message à peu près coordonné des Européens. C'est pas du tout garanti que ce sera le cas, mais qui permettent de montrer qu'on prend au sérieux les attentes, qui ne sont pas illégitimes d'une administration de Trump sur l'effort de défense, la prise de responsabilité, et qu'on essaye de le faire d'une manière ordonnée. Merci beaucoup, Camille Grand. Merci. Donc, je rappelle qu'on peut vous lire notamment vos papiers sur le site de l'ECFA, notamment ce papier que je recommande qui date de début juillet, Defending Europe with Less America. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.